Aujourd'hui, on est accueillis ici dans cette magnifique salle du Fonds ancien, c'est ça, aux Beaux-Arts. Le plateau média, je tiens par commencer à remercier chaleureusement l'équipe des Beaux-Arts de nous accueillir ici, parce qu'on se sent très chanceux de pouvoir faire cette première conférence ici. C'est une première conférence sur une série de 4 qui aura lieu à partir de ce soir jusqu'au mois de mai, et vous avez le programme qui est affiché, du coup je vais vite passer dessus. On reçoit ce soir Plan de Communes, je en dirai un peu plus après, La Colle, qui était une coopérative barcelonaise, Raum Labor, qui vient de Berlin, et Charlotte Malterbart, qui finira le 16 mai. Donc ce soir, nous avons la chance de vous accueillir. Plan de Communes, j'ai une petite anti-sèche, je me permets de la lire. Plan de Communes a été fondé en 2012. Vous proposez des stratégies en faveur de l'espace public et collectif, que vous considérez être un aspect clé de l'architecture, indépendamment de son échelle ou de son programme. Vous faites ça au moyen d'outils architecturaux simples, par le biais d'un discours critique de la recherche, de la conception et de la construction. Plan de Communes est convaincu que les formes radicales, basiques, voire silencieuses, et ça m'interroge beaucoup, sont plus susceptibles d'être pertinentes et universelles, et de servir de support à l'utilisation collective et à l'imagination. Vous adoptez une approche critique et stratégique à l'égard des dossiers et des commandes afin de remettre en question et de transformer les hiérarchies spatiales et les usages. Depuis septembre 2018, Plan de Communes est basé à Paris, en France, mais aussi, du coup, au Chili, depuis pas très longtemps. À nouveau. À nouveau. Voilà. Vous êtes 5 associés. J'ai tous les noms. C'est l'association de 5 architectes, Felipe De Ferrari, Sacha Discours, Marcelo Cox, Kim Courrèges et Nissim Hagenauer, que nous recevons ce soir. Merci d'être là. Petit parcours sur vous deux. Du coup, maintenant, vous êtes tous les deux diplômés de l'école de Marne-la-Vallée. Kim, tu as travaillé avec Eric Lapierre, avec Studio America à Sao Paulo, avec Pedro von Elrichshausen, avec Roberto Gutiérrez et Elemental au Chili. Et tu enseignes à la Universidad Mayor à Madrid et à Marne-la-Vallée. C'est ça. Et Nissim, tu as commencé ta propre pratique Gare du Nord en 2010, où tu travailles sur des projets d'exposition, notamment au Grand Palais, ou pour le pavillon français à la 12e Biennale d'architecture de Venise, ou encore sur des projets de logement à Lille et d'autres projets. Tu as un master en gestion foncière et tu as enseigné à Marne-la-Vallée entre 2014 et 2018. C'est ça. On part sur 45 minutes de conférence où on va les écouter parler, moi je m'en vais, et après il y aura du temps pour avoir des questions et des réponses, du coup, que je vous inviterai à poser. Bonsoir, et merci Joanne pour l'invitation, pour l'introduction. On est très content de pouvoir présenter notre travail à Toulouse ce soir. Et notre conférence s'intitule « L'espace intermédiaire comme projet ». Donc l'espace intermédiaire, c'est avant tout un espace en plus, un espace non sollicité, donc non programmé, un espace de vie et de liberté, une plus-value spatiale, et c'est finalement autre chose. La définition qui nous semble la plus pertinente est celle faite par Glenda Kapstein, qui est une chercheuse qui a travaillé sur les maisons, des maisons agricoles dans le nord du Chili. Et elle le définit comme un espace constitué d'un lieu qui peut être le reflet de la vie de ses occupants, où ils peuvent être aussi libres que dans un intérieur contrôlé, mais en incorporant les éléments naturels, et c'est un petit monde qu'il est possible d'ordonner, de transformer, d'apprivoiser. Son échelle et son caractère permettent la personnalisation et l'appropriation, faisant coexister la relation d'identification et de projection entre l'habitant, l'habitat et l'habité. Donc tout ça, ça vient de ce magnifique livre qui existe qu'en version chilienne. Les espaces intermédiaires sont délimités par des masses bâties qui correspondent aux espaces fermés ou privés de la maison, surtout aux parties de ses côtés. Et c'est en lui-même un espace d'articulation de tous les lieux qui composent le programme d'une maison dans le nord du Chili. Donc le contexte dans lequel nous, on a commencé à travailler et sur lequel on veut agir, il est défini par une urgence à penser et concevoir de nouveaux modèles aujourd'hui, sachant que la loi de l'offre et la demande, c'est ce qui dicte de plus en plus le développement urbain,
en faisant fi des politiques de la ville. Et donc c'est dans ce contexte post-politique que nous, on se retrouve à devoir agir. Au moment du soulèvement populaire qu'il y a eu au Chili en 2019, il y a un collectif qui a mis un peu à jour, donc ça c'est sur la place où il y avait toute la manifestation hebdomadaire, où ils ont dessiné le plan à échelle 1 de logement qui était, c'est un logement qui est répété partout dans ce qu'on appelle les ghettos verticaux à Santiago, qui sont des logements faits par des promoteurs pour, c'est de la pure spéculation. Et donc c'est des logements microscopiques et grosso modo inhabitables. Il y a la question du confinement aussi qui a été posée plus récemment. Et cette question de la taille du logement et de comment, quand on se retrouve enfermé dans ce logement, comment vivre tout simplement dans une surface qui est de plus en plus petite. Quand on se tourne vers ceux qui nous dirigent, on se dit qu'il y a peut-être d'autres voies à trouver. Même dans certains bâtiments emblématiques, par exemple à São Paulo, dans le bâtiment du Copan qui est de Niemeyer, avec les brise-soleil monumentaux, on se rend compte qu'il y a toujours besoin de plus d'espace et que tout est bon à prendre. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment. Mais en fait, les brise-soleil, ils sont du coup appropriés par les habitants pour faire sécher le linge ou bouquiner, mais du coup, il y a ce besoin d'un espace en plus. Cette question de l'espace intermédiaire, on fait une espèce de remise en contexte parce que c'est ce qui nous travaille et c'est ce qui structure, c'est un peu la colonne vertébrale du travail de l'agence. Et donc on va essayer de vous en montrer, d'abord à travers le travail peut-être d'autres agences d'architecture, puis on va revenir sur Plan de Commune et essayer de vous le traduire à l'intérieur à travers plusieurs projets. Donc voilà, formes et définitions multiples, généralement liées au climat, aux conditions environnementales, c'est-à-dire que ça peut être des balcons, ça peut être des terrasses, des loggias, des jardins d'hiver. Cet espace intermédiaire, il peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, il doit prendre une forme architecturale et exprimer une architecture. C'est ni une chambre ni un salon. Ce qu'on dit, c'est un actif sans rendement. C'est de l'architecture, c'est du bâtiment, c'est du real estate, mais ça n'a pas de rendement, ça ne se vend pas. C'est pas inutile, mais c'est totalement libre dans l'usage. Voilà, c'est la vocation de cet espace intermédiaire, d'avoir cette sorte d'ambiguïté d'une certaine manière. Et puis, il y a cette idée d'espace incertain. On dit pas si simple à prendre en charge par un maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé. C'est ce que disait Kim tout à l'heure. C'est le côté indéfini et parce qu'on réinterroge la demande. On essaye à chaque fois qu'on commence un concours, à chaque fois qu'on nous pose une question, on essaye de réinterroger et de se demander si vraiment on ne peut pas faire plus. Est-ce qu'il n'y a pas une question sous-jacente? Est-ce qu'il n'y a pas une question dans la question à laquelle on peut essayer de répondre? Et nécessairement, c'est toujours un peu source dans un premier temps, d'une certaine friction et d'un temps d'appropriation par le client et dans le dialogue. Voilà, ça c'est peut-être un des projets fondateurs, je pense, pour toute notre génération, mais qui est la maison La Tapie de la Caton et Vassal. J'ai 100 000 pour faire une maison de 100 mètres carrés, pour 100 000, je vais en faire 200. Voilà. Et comment j'en fais 200? Comment je donne beaucoup plus? Comment j'améliore la qualité de vie? Et c'est pas parce que je fais 200 que c'est 200 qui ont nécessairement les mêmes qualités climatiques de l'un à l'autre. Ça c'est
d'autres architectes qu'on aime beaucoup, je pense que vous connaissez, mais qui sont architectes, les Catalans. Et à travers ce petit projet, ils viennent flanquer. On a vraiment, c'est ce qu'on aime bien dans cette photo, c'est un peu ce côté collage, infrastructure qui vient sur. C'est deux matérialités qui viennent se confronter, mais parce que ça traduit nécessairement deux climats, deux espaces aux qualités très différentes, et voilà, et dans lequel la vie prend lieu. Voilà, c'est un support de vie, c'est un support de liberté, et c'est à chaque fois pour nous un espèce de réflexe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette architecture, et comment est-ce que ça intervient, comment est-ce que ça va redonner une identité. Ici, de manière beaucoup plus commune sur un bâtiment de logement de Diner et Diner, hein, où on a cet ensemble, encore une fois, une espèce de grande simplicité de cette barre de logement, et où ils viennent flanquer ces beaux windows devant. C'est des gestes très simples, c'est des gestes d'assemblage, encore une fois, et où on propose un autre climat à l'intérieur de l'architecture. Des logements en Suisse, là c'est carrément la pièce, c'est la pièce qui vient se mettre, la pièce extérieure, intérieure qui vient se mettre à l'intérieur du logement et qui devient un élément autour duquel on tourne, autour duquel la vie du logement s'articule. Hein. À gauche, on est en Argentine chez Adamo Faidon, et eux ils sont carrément venus coller sur peut-être 8 niveaux, une épaisseur de jardin devant chaque logement, c'est-à-dire que c'est des terrasses qui ont bien 20-30 cm de substrat, et donc on est tout de suite dans un jardin, dans ce salon, et en même temps ils travaillent avec des mailles métalliques beaucoup sur tout leur projet, qui donnent l'effet d'un mur, qui crée l'effet d'un mur, qui crée la pièce, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce, hein, encore une fois, ou chez Lopez et Rivera, avec ce beau window, ce beau window et les ventelles, voilà, qui proposent un jardin d'hiver. Voilà, une sorte de collection de dispositifs, encore chez Lopez et Rivera, avec ces grandes coursives qui d'un coup sont un peu surdimensionnées, mais parce que la coursive d'un coup est appropriable. Et alors là, on peut même rentrer dans la question du seuil du logement, c'est-à-dire que je suis encore dans les circulations communes, mais d'un coup je suis déjà chez moi, je m'approprie cet espace intermédiaire, je suis dans une circulation qui est pas totalement chez moi, mais déjà identifié en tout cas, et déjà personnalisé. Évidemment, tout le travail de Lacaton et Vassal sur l'espace intermédiaire, qui encore une fois pour nous est fondateur, mais qu'on interroge, c'est-à-dire Lacaton et Vassal, ils viennent réhabiliter les bâtiments, faire cette enveloppe qui est de l'espace en plus, une générosité extrême pour les logements, et qui est toujours orientée, avec toutes les qualités que ça a, mais qui est toujours orientée sur le logement privé et sur l'espace privé. Nous, ce qu'on adore, c'est évidemment la plateforme libre et la capacité des uns et des autres à s'approprier et à réinventer cet espace. C'est ce qu'en disent les habitants, hein, qui est peut-être le plus significatif. Hein. Grâce au jardin d'hiver, j'ai désormais une relation différente avec mon appartement. Cela influence même mon humeur. Il est désormais plus agréable de passer du temps dans l'appartement. Je vis l'espace urbain devant l'immeuble d'une manière entièrement nouvelle et beaucoup plus intense. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces habitants, ils ont vécu sans
puis avec cet espace intermédiaire. Donc on voit vraiment ce que ça peut apporter, en l'occurrence dans les projets de réhabilitation de la Cateau-Rosal. C'est devenu ma pièce principale. J'y prends mon petit déjeuner, je m'occupe de mes plantes, je lis, j'y écris, c'est ma passion. Cet endroit est très apaisant. C'est mon coin zen. Voilà. Et ce qu'on aime là-dedans, c'est en fait c'est son climat en fait. Et on le verra après, mais l'histoire de ces lieux qui ont un climat étrange comme ça, on se dit toujours mais il va faire très chaud l'hiver, il va faire très froid l'été, etc. Et en fait, on se rend bien compte à l'expérimentation que en fait, c'est des tampons thermiques, qu'à partir du moment où ces espaces sont largement ventilés, ben, quand il fait chaud, on ventile largement, et que quand il fait froid, un rayon de soleil, d'un coup, change totalement le climat et le ressenti de ces espaces. Et du coup, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est comment ces espaces intermédiaires deviennent des dispositifs collectifs. Donc c'est, pour nous, c'est un espace appropriable qui définit le caractère du bâtiment, l'idée de l'architecture comme propagande, qui annonce ce qu'elle produit. Des formes multiples. Donc, encore une fois, cet espace intermédiaire, il peut prendre des formes multiples comme dispositif collectif, donc des paliers ouverts, des atriums, des patios, des serres. Et l'idée que ces espaces matérialisent l'idée de cohésion sociale et de création ou de renforcement d'une communauté d'habitants. Il y a cet exemple au Chili qui illustre l'idée que, en fait, quand il s'agit d'espaces intermédiaires collectifs, ils sont et doivent être liés aux circulations des logements. Et cette idée, elle est parfaitement illustrée dans cet exemple d'un logement collectif social à Santiago, où même s'ils ont des dimensions relativement modestes, en fait, il y a quand même cette idée de surdimensionner les paliers de circulation et pour permettre une appropriation, si modeste soit-elle, des habitants. Et en fait, ça devient les terrasses des habitants qui sont du coup partagées entre deux logements. En fait, dès qu'il y a un pot de fleurs, en fait, c'est qu'il y a une attention. Dès qu'il y a des chaussures qui sont laissées devant un palier, c'est que en fait, il y a un sentiment de confiance. Et nous, c'est vraiment sur cet espace intermédiaire collectif, je pense que c'est vraiment là où, dès qu'il y a ces signes-là, c'est ces signes-là en fait qu'on va, enfin ces dispositifs-là qu'on va chercher à mettre en place systématiquement. Il y a la cité Napoléon, qui est un des premiers logements sociaux qui a été construit à Paris et qui est donc où il y a cette circulation centrale qui est sous une verrière et qui est aussi appropriée parce que elle bénéficie de qualité. Donc il y a la protection par cette verrière qui du coup permet d'avoir un climat un peu meilleur que le climat extérieur. Et le fait que ce soit baigné de lumière par du coup les différentes trémies qui sont à chaque palier, en fait, il y a des énormes trémies qui permettent de faire pénétrer la lumière jusqu'au premier niveau. Et juste, on a une relation un peu particulière comme ça avec ce lieu parce que c'est un lieu qu'on a visité. On va vous en parler après. Sur un des projets, un des premiers projets que l'agence a gagné en 2019 et où on a visité avec nos co-architectes, enfin avec nos associés sur le projet, on est allé visiter tous ensemble ce lieu et pour nous ça a fini de les convaincre de la proposition qu'on voulait mettre en place sur ce concours. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est rien d'exceptionnel, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que
C'est-à-dire le rendement immobilier a tellement réduit en fait l'espace de qualité disponible à l'intérieur du bâtiment que c'est revenir à des choses simples. Et revenir à des choses simples, c'est peut-être retrouver de l'espace à l'intérieur de circulation. Et donc il y a d'autres exemples où en fait souvent l'appropriation passe par la végétation et le fait de, comme disait Nissim, de déjà mettre ses fleurs et donc aller arroser ses fleurs et donc c'est disons le premier pas de l'appropriation, ce serait de la végétation. Ce qui amène à passer des moments un peu plus longs, à chaque fois un peu plus longs dans les circulations. Et pour ça, du coup, les circulations, elles doivent offrir des qualités, donc déjà des dimensions généreuses, mais aussi un accès à la lumière et une ventilation. Et voilà. Donc, et en fait, elles prennent de l'ampleur et c'est ce qui devient, ce qui amène ce côté monumental. Et dans le cas de Zwickau Sud, c'est du coup ces coursives qui prennent carrément, qui deviennent un objet presque autonome par rapport au bâtiment et qui en transforment l'image. Une autre référence et des collègues très importants pour nous, donc c'est la Colle, et notamment avec l'Aborda qui est un des premiers bâtiments qu'ils ont construit en coopérative, où il y a cet espace, donc il y a l'atrium central qui dessert les différents logements, mais il y a cet espace qui est l'espace d'appropriation collective pour les habitants, et notamment pendant le confinement qui a été qui a accueilli tous les usages possibles et imaginables, que ce soit l'école pour les enfants, comme un espace pour manger entre voisins. Et donc il y a encore une fois cet espace et les usages qui sont possibles dans cet espace, ils sont forcément associés à des conditions climatiques, donc avec cet atrium central et cette idée que en fait tout ça est lié pour offrir les conditions pour les usages collectifs. Comme dit Sam Tchermaev, vous externalisez un peu de votre vie privée et vous obtenez davantage en retour. C'est un très bon deal. Et donc, encore une fois, ici, chez Bonnet et Zapata, l'idée que le fait de surdimensionner et d'offrir des conditions particulières aux circulations permet une appropriation. Là, on va un peu plus loin et ça devient une sorte de salon partagé entre les habitants et qui vit de manière différente à différents moments de la journée. Et donc, dans le projet qu'on a conçu avec Kuhn Malvezzi et Nicolas Dorval-Bory à Saint-Vincent-de-Paul, donc c'est un ensemble de logements sociaux qui se trouve sur l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, sur le site d'un ancien hôpital dans Paris, et qui est donc c'est un site qui fait, une parcelle qui fait 56 par 56 mètres et qui est très dense, comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on a proposé, c'est des logements en pierre, avec une façade en pierre autoportante et une structure intérieure bois. Mais pour nous, ce qui fait vraiment le projet, c'est pas tellement ces volumes de logements, mais ce qui se passe entre ces volumes, qui sont ce qu'on a appelé les paliers partagés. Donc, c'est des failles qui sont des circulations, qui permettent d'accéder aux différents logements, sur lesquels on passe obligatoirement pour aller dans les logements. Mais qui, donc, par le fait que ce soit surdimensionné et qui soit pourvu d'un vitrage en façade, permet d'offrir d'autres usages. Donc, le bâtiment dans son ensemble, c'est un bâtiment îlot, c'est un hybride entre un bâtiment îlot et 5 plots séparés.
Et donc, il y a ces failles qui sont habitées par les paliers partagés et qui viennent articuler tout cet ensemble. Donc, il y a 183 logements. Et donc, il y a aussi un caractère particulier. Enfin, ce qu'on expliquait par rapport aux références qu'on vous montrait, c'est que ce qui fait, pour nous, c'est ce qui doit être mis en avant et ce qui doit faire le caractère et l'identité des bâtiments, c'est ces espaces partagés et les espaces communs. Et donc, dans le cas de Saint-Vincent-de-Paul, on a quatre dispositifs qui sont presque autonomes par rapport au logement, qui pourraient fonctionner de manière indépendante et qui donc ont une expression, une matérialité et des caractéristiques totalement différentes des parties où il y a les logements. Donc, entre ces bâtiments de logements en pierre, il y a donc ces espaces qui se terminent par une voûte en pavé de verre. Et du coup, sur le plan, vous pouvez voir qu'en fait, il y a finalement 4 bâtiments qui s'articulent totalement autour de ces 4 paliers partagés. Juste une chose par rapport à ça, c'était aussi une manière de dire qu'est-ce qu'on partage. C'est-à-dire que quand on ne fait pas la même chose quand on fait 6 logements à Pantin et on ne fait pas la même chose quand on en fait 20, on ne fait pas la même chose quand on fait 180 logements. Et cette question des espaces partagés, des espaces intermédiaires, elle doit aussi se transformer, elle doit aussi être réinterprétée, réinterroger l'échelle de ce qu'elle sert. Et ici, il y a vraiment l'idée de retrouver une échelle de voisinage. C'est-à-dire qu'un palier partagé, je peux pas partager je peux pas partager la même chose à 25, à 180 ou à 6. Et ici, à l'étage, chaque palier dessert au maximum 6 logements. Voilà. Donc c'est un palier partagé qui fait une trentaine de mètres carrés et qui est donc cet espace et qui dessert 6 logements à l'étage. Voilà. Et 100% des logements passent par ce palier partagé et un palier dessert maximum 6 logements. Oui. Et effectivement, il y a cette idée d'échelle de communauté qui est qui est un sujet très important, surtout quand il s'agit En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter une résidence de 183 logements, donc potentiellement, je sais pas, plus de 350 personnes. Et comment retrouver une échelle de partage avec un mode aussi de gouvernance qui permette d'avoir des usages qui soient en accord avec les différents habitants. En l'occurrence, ce projet, donc c'est un projet de logement social, donc a priori les gens qui vont habiter là ne choisissent pas une manière d'habiter spécifique. Mais dans ce projet, il y a un processus de concertation avec un panel de futurs habitants qui sont censés du coup être... donc il y a une quarantaine de familles qui sont déjà dans le processus et qui, du coup, au long des déjà 4 ans qu'on a passé sur le projet, nous ont suivis. On avait des instances d'échange, des ateliers, etc., pour travailler notamment sur... comment fonctionnent ces paliers partagés. Et du coup, c'est une démarche particulière qui est différente de ce qu'on va vous montrer ensuite sur Pantin. Mais voilà, l'idée, c'est que ce soit ces espaces-là qui structurent tout l'ensemble de logements. Ces micro-architectures, bon, ça c'est un concours, mais il y en a d'autres. Mais l'idée à chaque fois, c'est de retrouver ces micro-architectures qui font identité. Voilà, qui font identité et qui disent je suis un bâtiment et je suis un bâtiment partagé, je suis un bâtiment à vivre qui offre du logement et plus que du logement. Ici, ça pour le coup, c'est un concours qui est un concours perdu, mais c'est une collaboration qu'on avait beaucoup aimée avec 51 N4E sur la réhabilitation de la tour des Poissonniers. La tour des Poissonniers, c'est la tour Bois-le-Prêtre en fait, et la tour de Bois-le-Prêtre réhabilitée par l'Acaton et Vassal, est une des 8 tours
qui étaient le long du périphérique nord. Il y en a 2 qui ont été démolies, il y en a quelques-unes qui sont encore, qui ont été réhabilitées dans les années 80 et qui mériteraient d'être travaillées. Et donc ça, c'est la tour d'origine. Ça, c'est la tour suite à sa réhabilitation dans les années 80. Il y a une réhabilitation thermique. C'est du logement social. Elle a été désaffectée, c'est du logement social. Et la question était de la réhabiliter, et de la réhabiliter en logement étudiant, pour avoir du logement éphémère face au périphérique et pour arrêter d'avoir des familles dans une confrontation face au périphérique. Encore une fois, ici, je vais peut-être vous expliquer le projet, puis je reviendrai sur cette image finale, mais qui met face au périphérique et face à la ville la question des communs. Ici, on a un périmètre avec la tour d'origine qui est à l'intérieur du Pointillé. Puis, à la manière de la maison de Hatché de tout à l'heure, un peu comme ça, on est venu flanquer sur cette tour, alors à droite et à gauche sur des espaces privatifs pour les étudiants, qui est juste un bureau en plus, et puis la peau thermique permettant de valider la réhabilitation thermique de cette tour. Et puis sur ces espaces nord et sud, donc en haut et en bas, oui, c'est bien, le nord est au nord, le sud est au sud, on est bon. Et en haut et en bas, tous les espaces collectifs. C'est une tour qui comportait pas mal, il y avait un diagnostic amiante qui était assez terrible. Donc, c'est-à-dire il y avait de l'amiante dans les sols, de l'amiante dans les murs, etc. Et donc nous, on a dit, mais il faut qu'on ne touche à rien, parce que sinon, il va falloir encapsuler la tour, et puis on sait pas où est-ce qu'on finit. Donc on a dit, on enlève les cloisons, mais on ne touche à rien du gros œuvre. C'est-à-dire qu'on a même retravaillé avec les gaines existantes. C'est-à-dire on a dit, on ne fait même pas un trou dans les dalles, on retravaille même avec les gaines existantes. Et donc nécessairement, ça nous obligeait à externaliser aussi les circulations. C'est-à-dire ascenseur et escalier à l'extérieur, et ce qui nous permettait de justifier aussi d'avoir ces surépaisseurs au nord et au sud, ce qui nous permettait, il y avait une demande du bailleur social de poncer les espaces communs pour les habitants, et comme ce qu'on vous disait au début, on s'est dit, bon, très bien, on nous demande des espaces communs pour les étudiants, mais c'est comme ce qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de briefs, c'est-à-dire on nous dit, ah oui, ce serait bien d'avoir un peu de commun, donc c'est un peu toujours la pièce à tout faire, puis souvent les gens se l'approprient, puis ils se disent, bon, mais ça sera le local du rez-de-chaussée, là en bas. Et nous, en général, ce qu'on se dit, c'est, non, si c'est le commun, c'est le meilleur endroit, c'est nécessairement, il faut que ça soit le plus bel endroit, il faut que ça soit, ce qui se passe ensemble, c'est la façade. Et donc, on a ici, ce qu'on a imaginé, c'était de flanquer au sud, face au Vieux Paris, parce qu'on est sur le nord de Paris, donc face au Vieux Paris, avec une vue sur la vieille ville et le Sacré-Cœur, etc., de faire des grandes terrasses ouvertes. Et au nord, de flanquer, donc, cette première image que je vous montrais, une surépaisseur. Et voilà, une image de grande qualité, mais, pardon, désolé pour les pixels, mais de montrer les usages. Et en fait, tous les usages communs sont sur cette façade nord. Comme ça, il y avait de l'argent pour faire les espaces qui nous étaient demandés par le brief, donc la bibliothèque et la salle de travail, avec nécessairement des contraintes acoustiques assez fortes, parce qu'on était face au périphérique. Donc on mettait l'argent sur la moitié de la façade en bas, face au périphérique, et puis la moitié de la façade en haut, on a dit, mais non, mais c'est pas grave, ça sera du polycarbonate, parce que j'ai pas de contraintes acoustiques quand je fais du ping-pong, j'ai pas de contraintes acoustiques quand je fais pousser mes plantes. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est de l'espace en plus, c'est de l'espace offert qui était totalement en dehors du, totalement en dehors du brief.
Voilà. Et donc, c'était de se dire, il faut qu'on rentre dans cette enveloppe, mais dans une enveloppe budgétaire donnée. Mais comment est-ce que j'offre plus? Comment est-ce que je donne une espèce de cohérence comme ça, très, très, très forte à l'ensemble du projet? Ça c'est un autre projet. C'est un autre projet sur lequel on a été invité à concourir en Allemagne, qui est Eco-Village. Et c'est des coopératives, d'habitants à Hanovre, en l'occurrence, avec cette demande de vivre autrement. Il y avait un brief qui était très, très alternatif, hein, on peut le dire, avec vraiment une demande très forte sur les nouvelles manières d'habiter. Et la manière de laquelle on a travaillé, c'est vraiment de proposer des espaces intermédiaires comme ça, à chaque fois, entre chaque ensemble d'habitants, Hein, on est sur un tissu relativement diffus, on est sur des petites typologies plutôt R+1. Et donc on a travaillé des enveloppes thermiques, évidemment très, très performantes, mais en venant associer les bâtiments comme ça et en proposant des espèces de grandes plateformes collaboratives, hein, entre les bâtiments. Évidemment, ça rappelle beaucoup ce qu'on avait vu sur la cité Napoléon, mais c'est une espèce de réécriture, hein, et évidemment de tout ça. C'est le projet de la maison commune, donc c'est un projet qu'on a livré en 2023, donc il y a à peu près un an. Et c'est un projet de 6 logements en autocommande à Pantin, dans lequel on vit. Du coup, l'idée c'était pourquoi l'autocommande? En fait, c'était quelque chose qui a toujours fait partie de notre pratique, que ce soit au Chili ou en France. Et qui était du coup qui prend forme ici sous forme, en logement collectif. L'idée c'est de répondre un peu en fait de fonctionner comme une foncière et du coup d'offrir de se passer d'un client, d'une maîtrise d'ouvrage et de faire les choses par nous-mêmes pour répondre en partie à ce qu'on considère être un besoin de... Ouais, l'idée peut-être c'était de... c'est le fruit d'un vieux rêve, hein, et évidemment qui était de se dire voilà, comment est-ce qu'à un moment on passe par-dessus le client, comment à un moment on a des commandes qui sont souvent assez contradictoires, et on a voulu ici un peu faire l'exercice de la synthèse et se réapproprier le métier de maître d'ouvrage. On monte ce tableau et on monte ce loger.com, mais parce que c'est un autre métier que le nôtre, d'aller chercher du foncier, de faire des bilans économiques, d'aller parler aux banquiers, de trouver des équilibres financiers qui nous permettent de trouver des cadres de travail, mais surtout de trouver des équilibres financiers qui nous permettent de montrer que tout ce discours sur le plus et sur cet espace intermédiaire, il peut réellement prendre forme, même dans un tissu tendu, qu'est le tissu du francilien, quoi, hein, où on est vraiment à 5 minutes, de la porte de la Villette, voilà, avec un prix de foncier et des prix locatifs qui sont hauts. Mais malgré tout, comment est-ce qu'on arrive à trouver des équilibres pour faire ça? Donc, en fait, alors, ce projet il prend place sur une parcelle où il y avait une maison ouvrière en L. Donc, on a conservé à peu près un tiers de l'existant, finalement. Il se trouve dans un petit quartier résidentiel qui est un peu une enclave résidentielle au milieu d'un quartier plus industriel qui est toujours en activité et qui n'est pas prêt à être transformé pour l'instant en tout cas, et à proximité d'un très grand espace vert qui est le cimetière parisien de Pantin, qui est un espace de 107 hectares
donc un peu une forêt enclavée. Et donc, le tissu immédiat, c'est du pavillonnaire ou des petites maisons ouvrières qui ont été plus ou moins réhabilitées. Et ensuite, il y a c'est un peu cet espace industriel, ce quartier industriel. Et donc, il y a une certaine distance finalement entre le tissu urbain qui fait Pantin et qui fait cette limite de Paris et ce petit quartier-là. La réglementation et le PLU en particulier nous permettaient de monter d'utiliser tout ce volume pour des logements et de construire jusqu'aux les 4 niveaux. Et en fait, on a choisi délibérément de construire un niveau en moins de logements et d'offrir ce dernier niveau justement aux espaces communs pour les habitants. Donc une manière aussi d'être un peu plus sympa avec les voisins, puisqu'on voit qu'on est plutôt dans un tissu à R+1. Et une manière de démontrer aussi que ce qu'on met en avant, c'est les espaces partagés et pas les logements individuels. Ouais, cette histoire de construire moins, ça a fait débat et c'était très important pour nous. Parce que, et on vous le montrait enfin, sur le tableau économique, là, enfin, sur le bilan de l'opération, on a pris en main cette opération, on l'a montée, on est à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, on est propriétaire à 40% de ce bâtiment. Et ça veut dire qu'il y a 60% des fonds qui ont permis de faire tout ça, qui sont des gens totalement extérieurs au projet, qui n'ont rien à voir et qui sont juste là pour faire un petit investissement locatif, quoi. Et, bon, c'est des amis qui nous disaient bon, ben, je vais m'acheter un petit studio, j'ai un peu d'argent, je vais m'acheter un petit studio à Marseille pourquoi faire un énième petit investissement locatif voilà, qu'est-ce que ça propose? Et en fait, c'est l'idée qui avait été derrière tout ça, c'était vraiment de dire mais prenons cet argent, qu'est-ce que ça va te ramener ton studio locatif à Marseille? Ça va te ramener 5% par an. Bon, bah, très bien, et ben, si c'est ça ce que tu veux, donne-nous cet argent et on va te montrer que tu n'auras rien à faire, mais on va en faire de l'architecture et on va en faire autre chose. Voilà. Et c'était vraiment l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'était vraiment ça, c'était de montrer qu'on pouvait prendre, parce qu'en fait, l'immobilier aujourd'hui n'est que le fruit de l'épargne des Français. Hein. Voilà, c'est le livret A, c'est les plans d'épargne, etc., qui financent les banques et qui, derrière, permettent de construire l'industrie immobilière. Et donc, c'était vraiment de s'inscrire totalement dans ce cheminement-là de l'épargne et du rendement, quoi, et de dire, ben, on peut trouver d'autres manières de faire les choses et à l'échelle d'un prototype, tout en montrant et tout en exprimant qu'une autre forme de vie est possible. Tout en construisant moins et tout en ne remplissant pas les PLU de tout. C'est-à-dire, c'est toujours la logique, c'est-à-dire qu'il y a des promoteurs qui viennent et qui disent, ben voilà, nous on a fait une capacité, on peut rentrer... Voilà, on peut rentrer tant de mètres carrés. Et nous, on dit, bah ouais, mais si on rentre tant de mètres carrés, on fait chier tout le quartier, quoi. Voilà. Et donc, toute la question, c'est ça, c'est dans quel tissu on s'inscrit, quelle est la légitimité, et même en construisant moins, on se rend compte que ça continue de fonctionner. Voilà. Et l'objectif, c'est évidemment de rester dans une réalité économique extrêmement importante, parce que sinon, on le fait une fois, mais on ne le fait pas deux. Mais par contre, de montrer, de pouvoir proposer une certaine qualité de vie. Et par rapport aux espaces extérieurs et aux espaces en plus, en fait, on a choisi, l'échelle aussi le justifiait, mais de ne pas proposer de prolongement extérieur pour les logements, donc privatifs. Mais tous les prolongements extérieurs sont partagés. Donc il y a la terrasse sur le toit et le jardin au fond de la parcelle.
Et en termes de construction, on a essayé d'aller au plus simple, donc c'est une échelle qui était trop petite pour la grue. Donc on est parti plutôt sur une logique d'assemblage et d'éléments manuportables. Donc notamment pour la serre qui est construite à partir d'une même section de bois. Le reste du bâtiment, en fait, c'est une ossature béton qui est avec un remplissage de parpaing, de briques et des planchers à poutres élourdis pour les dalles, quoi. Pour les façades sur rue et sur jardin, du coup, on a creuser la question du réemploi. En fait, c'était une question qu'on avait déjà soulevée dans le cadre de concours et qu'on n'avait pas réussi à mettre en œuvre encore. Et en fait, on s'est dit, c'est aussi l'occasion de pousser cette question-là, vu qu'on n'a pas de maître d'ouvrage pour nous freiner là-dessus. On a été accompagné d'un bureau de contrôle qui était assez moteur aussi sur cette question-là. Et donc, on a sourcé des briques en Belgique. Et l'intérêt de la source qu'on avait trouvée, enfin du fournisseur qu'on avait trouvé, c'est qu'il démolissait et il reconditionnait directement. Donc on pouvait savoir d'où venait le lot de briques qu'ils nous fournissaient. Et donc on a dû refaire des essais, parce qu'ils avaient fait des essais en Belgique, mais on a dû refaire des essais en France, mais du coup on pouvait faire des essais sur un échantillon relativement réduit. Et en fait c'était finalement pas plus compliqué que ça. Et en fait, on s'est rendu compte, quand les briques sont arrivées sur le chantier, elles montraient les traces de leur vie antérieure et que finalement, on avait prévu à la base de revêtir cette façade et de la peindre en blanc, quoi. Et on s'est finalement dit que c'était beau de montrer la vie, qu'il y avait quelque chose de très beau dans ces traces de briques. Quand on s'est dit qu'on faisait du réemploi, comme ça, on s'était dit, bon, viendra ce qui viendra, puis on mettra un coup de chaux blanche, un peu à la lilloise, comme ça, parce que les maisons du Nord sont souvent comme ça repeintes, et puis avec la texture derrière, on s'était dit, bon, voilà, on homogénéisera les choses, ça sera très beau. Puis, en fait, elles sont arrivées sur chantier, puis la main des maçons faisant le chantier, se construisant, etc., on a dit, en fait, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal, et ça a été un peu l'espèce de travail collaboratif qu'on a fait avec les maçons. Et en revanche, du coup, en fond de parcelle, sur le jardin, donc le jardin partagé, on s'est dit que, vu que le jardin était finalement délimité, c'était un espace relativement réduit et clos, qui était délimité par des murs de différentes matérialités, on a préféré justement unifier et peindre tout en blanc, aussi pour des questions de lumière. Et ici, en fait, la proportion entre les communs et les espaces privés est de 40%. Enfin, il y a 40% de communs dans l'intégralité des espaces. Et ici, cette séquence de communs qu'on a mis en avant, c'est une séquence qui part du hall et qui continue dans l'escalier et qui finit dans la serre sur le toit, avec la terrasse. Le hall est un espace un peu multifonctionnel avec, comme on est en deuxième famille, on pouvait avoir un escalier ouvert donc qui participait de cet espace et de son caractère. Et en fait, on a intégré tous les différents usages dans un même espace qui est du coup plus grand que ce qu'il aurait été si on avait dû séparer avec un local vélo d'un côté, etc. Et avec... du coup, qui se trouve entre la rue et le jardin partagé, et avec la limite côté rue, qui est une grande porte sectionnelle qui peut être ouverte complètement, et donc le hall devient vraiment une continuité de l'espace public. Dans l'escalier il est éclairé par la façade en polycarbonate, qui est comme une faille dans le bâtiment. Et toutes les portes palières des logements sont en verre armé, donc translucide. Et
Et encore une fois, il y a cette idée de brouiller la limite entre vie domestique et vie collective et que l'un déborde un peu sur l'autre et qui est du coup cette appropriation des espaces communs qui soit favorisée. Et du coup, cette séquence termine dans la serre partagée, qui est un grand espace ouvert avec plusieurs usages définis, mais aussi une liberté. Il y a notamment la buanderie partagée, les outils, donc il y a un peu un côté atelier, et une cuisine et un espace avec une table qui peut être... qui est à disposition des habitants. Et il y a cette idée que, en fait, tous ces usages, le fait que tous ces usages cohabitent dans un même espace et que ça fasse partie des usages quotidiens, le fait qu'il y ait les machines à laver en haut, ça nous oblige à utiliser cet espace-là et à faire que on en profite et qu'on l'utilise et ça favorise l'appropriation et les usages collectifs le plus souvent possible. Et ce projet, c'est le fruit d'une intelligence collective entre... en fait, il a été transformé continuellement pendant le chantier avec l'équipe qui bossait sur le chantier. Ouais. On doit beaucoup, très clairement, aux différentes entreprises, c'est-à-dire aussi bien aux maçons qui ont su travailler ces briques et qui ont su les poser comme ça avec une finesse et magnifique, qui ont su faire cet escalier qui est un escalier, c'est une poutre, donc c'est un escalier qui n'a pas de fût central et donc qui porte de plancher à plancher et qu'on a continuellement retravaillé sur le chantier et retravaillé les plans d'ingénierie de manière à avoir un élément qui est le plus fin, le plus fin possible. Et les métalliers, et pour le coup, les métalliers, c'est des anciens copains de l'école d'architecture qui sont devenus métalliers, qui, après avoir fait 10 ans chez Caruso St. John's notamment, sont devenus métalliers à Bruxelles et avec qui on a fait une collab. Et pour nous, dans le projet de Plainte Commune, il y a aussi cette idée de faire des collaborations, mais de faire des collaborations au sens large, c'est-à-dire aussi bien d'aller travailler avec des architectes qu'on aime et avec qui on a la chance de pouvoir travailler, qu'avec des artisans qu'on aime et dont on aime le travail et à qui on va laisser une espèce de latitude comme ça sur le chantier. C'est-à-dire que nous, on avait une intention de départ sur toute la métallerie. Maintenant, Charles, le métallier, s'est emparé du sujet et il est venu force de proposition, quoi, force de proposition. Et voilà, il y a ce côté un peu travail, œuvre commune, quoi, par rapport à ça. Il y a cette dimension artisanale qui est exprimée par cette citation de Lina Bobardi qui parle de l'architecture pauvre comme une architecture capable comme l'artisanat, d'exprimer un maximum de communication et de dignité avec des moyens simples et humbles. Et l'idée que, nous, on le relie avec l'idée d'architecture comme propagande et le fait de mettre en avant et d'avoir la serre sur le toit qui est comme on est dans un tissu où en fait ça devient, la nuit, ça devient un peu le phare du quartier, quoi. On exprime et on crie haut et fort que c'est les espaces communs qui sont l'identité de ce bâtiment. Donc cette idée de montrer les communs avant tout. Et pour nous, ce projet est un prototype pour continuer à imaginer d'autres modèles. Et d'ailleurs, on est en parallèle en train de formaliser une entreprise en parallèle, une foncière, pour pouvoir faire d'autres projets de ce type-là, donc de logement. De logement. Ouais. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Si
si on parle d'exigence, non mais ça dépend. Oui, ça dépend de quelle exigence on parle. Bah alors, par exemple, Saint-Vincent-de-Paul, donc les logements sociaux, en fait, déjà dans le programme, il y avait une demande sur les espaces communs qui était exprimée. Parce que, en fait, pour expliquer un peu le contexte, c'est un projet qui a pris place sur le site des Grands Voisins. Donc, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul était déjà fermé et pendant une période de 4 ou 5 ans, il y a eu les bâtiments étaient mis à disposition d'un certain nombre d'associations et donc c'était un tiers-lieu hyper emblématique à Paris. Et donc il y avait cette idée de prolonger un peu l'esprit des Grands Voisins dans les projets qui allaient être faits à cet endroit-là. Et donc il y avait cette demande de quelque chose de pousser un peu la chose quoi, sur les communs. Et donc nous, ça nous allait évidemment énormément. Et en fait, donc on est avec un bailleur qui est un des bailleurs les plus ouverts et les plus ambitieux, je dirais. En tout cas, à Paris, c'est c'est la perle des bailleurs, quoi. Et en fait, malgré ça, on a quand même notre bataille tout au long du projet. Là, on est sur le point de partir en chantier. Notre bataille, c'était sur les paliers partagés et sur le fait de préserver leur qualité, leur largeur. En fait, ils étaient constamment remis en question pour différentes raisons. Donc, on s'est battu avec les pompiers parce que c'est des espaces de circulation. Donc, comment amener d'autres usages tout en assurant la sécurité incendie. Et donc, finalement, en fait, les paliers, ils vont être... il y a une série de mobilier qui va être mise en place, de mobilier fixe qui va être mis en place. Et donc il y a eu toute cette question des usages, quel mobilier on met en place sur les paliers, qui a été faite avec les habitants et qui a permis de finalement renforcer leur identité et leur usage futur. Mais ils étaient constamment... la façade, en fait tout le périmètre est vitré. Donc il y a un côté, donc les paliers ils sont entre le cœur d'îlot et le périmètre, et donc tout le périmètre est vitré finalement, mais avec une nécessité de ventilation, etc. Et ces façades en plus, c'était un coût en plus dans le projet, donc c'était aussi tout le temps remis en question. Et bon voilà, finalement on arrive au chantier et je pense qu'on va pouvoir les faire, mais c'est pas acquis forcément. Non, mais c'est pas acquis à Saint-Vincent-de-Paul alors que c'est probablement des contextes les plus favorables, j'ai envie de dire. Je pense que depuis 2019, on en est peut-être à, je pense, plus de 20 projets perdus parce que aussi bien on arrive à être retenu sur des concours, aussi bien les gens quand ils ont le projet devant c'est des projets qui peuvent, je pense qu'ils peuvent un peu faire peur parfois. Pour la gestion, typiquement pour un bailleur, ce qui leur fait peur, c'est la gestion de ces espaces-là ensuite, quoi. Donc il faut réussir à trouver les contextes pour les faire. C'est aussi l'idée de cette autocommande, c'est de dire on fait et on va mettre en place, mais aujourd'hui, je pense que il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'approprier l'idée et qui commencent à nous interroger là-dessus. On vient de regagner un petit concours qui propose d'autres paliers partagés comme ça, et avec une ambition assez forte. Mais c'est un travail de fond que d'amener les gens à s'approprier cette idée-là, vraiment. Et je pense qu'on en est bien à 20-25 concours perdus là-dessus. Je pense que, alors il y a la question de l'échelle et de l'avoir fait en petit, d'une certaine manière, ça a permis de le démontrer. Mais on n'avait pas fini ce chantier-là et le bâtiment n'était pas encore habité. Il y a un promoteur qui est venu dedans et qui a dit on y va, et qui nous a, on a gagné un concours de 100 logements, je pense dans les 15 jours, en disant voilà, il faut réussir à refaire ce projet à une autre échelle, etc. Donc, après,
c'est une idée qui est peut-être assez clivante, tout simplement. Et il y a des gens que ça emporte, et puis il y a des gens que ça n'emporte pas du tout. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et de la même manière, aussi bien côté maîtrise d'ouvrage que côté habitant. Et en fait, ce qu'on dit, c'est, il y a juste en France 68 millions de personnes à loger. Donc, si on peut avoir toute petite, il y a une standardisation de la production de logements aujourd'hui qui est telle que si on arrive à prendre une toute petite frange et à proposer sur une toute petite frange un peu autrement, libre aux gens de venir se l'approprier. Et après, il y a énormément de gens aussi qui nous disent mais le jour où vous en refaites, nous on veut en être, nous on veut se l'approprier, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc qui est clair, c'est qu'on ne convaincra pas tout le monde, en aucun cas. Je veux juste ajouter 2 choses. Premièrement, c'est que en fait, ces espaces-là, il faut vraiment les voir comme une possibilité. Ce n'est pas quelque chose qui est a priori contraignant, donc il y a une question de gestion et de ménage ou d'entretien de ces espaces, mais au-delà de ça, c'est pas des espaces qui sont, c'est pas contraignant. Là, typiquement, à Pantin, si on veut rester chez soi tranquille, on n'est pas obligé de croiser ses voisins tout le temps non plus. Il y a aussi cette idée-là. Et le fait que il y a aussi en accession, en fait, si c'est typiquement avec un promoteur sur un projet en accession, les gens choisissent a priori, ils ont le choix entre un appart avec des grands paliers partagés ou un autre avec... on n'arrête pas de faire des visites. C'est un outil de propagande de l'agence aussi. Clairement, je pense qu'il y a... je pense qu'il y a eu peut-être 40-50 visites en un an. Visites, pas visiteurs, parce qu'il y a eu des écoles qui sont venues entières, il y a eu tous les aménageurs franciliens qui sont venus, il y a eu tous les politiques locaux qui sont venus. Donc c'est un lieu qui a posé des questions et qui a, au-delà d'être un objet de propagande physique, c'est un objet de propagande pour faire passer l'idée. Alors, je pense qu'on est plutôt transparent sur le fait que, déjà si on défend les communs, c'est qu'il y a un peu une idéologie derrière, sans la nommer ni voilà. Mais en tout cas, oui, on défend plus le partage que l'enrichissement personnel, voilà. Je pense que voilà. Comment ? Non, mais moi. Mais après, au-delà de ça, en fait, c'est pour ça qu'on faisait un focus sur le contexte au début. En fait, c'est c'est un peu, plein de communes. Rien que le nom plein de communes, c'est un peu une réaction à un contexte néolibéral extrême du Chili. Et en fait, on a un peu fait nos armes et disons qu'on a un peu, un peu constitué une base si ce n'est théorique, idéologique au Chili, dans ce contexte en réaction complète à ce qui se passait autour. Et après, par ailleurs, Nissim et Sacha étaient de leur côté avec d'autres motivations sur cette idée de prendre le taureau par les cornes et de faire les choses en direct, quoi. Et du coup, il y a forcément, oui, c'est totalement, on est transparent là-dessus. Et par rapport à la ville, justement, oui, on travaille vraiment à différentes échelles. Et par exemple, on est en train de développer un projet en Albanie d'un stade. Ça part d'un stade de foot, mais en fait, c'est un bout de ville, un quartier qui est donc à une échelle urbaine où, en fait, cette idée-là de partage et des communs avant tout. En fait, il n'y a pas d'échelle et c'est dans le logement, mais c'est aussi dans tous les programmes possibles, quoi. Ouais, pour reprendre, juste pour rebondir sur ce que dit Kim et sur l'Albanie, c'est-à-dire que on
nous a proposé de participer à un concours de stade en Albanie. On a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de faire un stade en Albanie? Oui. Enfin, on est en 2020. Je veux dire, ça va. Enfin, l'objet du stade comme objet fermé qui fonctionne 1h30 par jour au mieux, si ce n'est par semaine, etc. Et donc, en Albanie, on a retourné la question et on a dit, on va en faire un jardin géant. Voilà. Et on a fait d'un stade, d'un objet fermé, un objet populaire, totalement ouvert sur la ville, etc. Mais et la question de la propagande, elle est évidemment éminemment politique. Je pense que il faut le dire et le redire. Et je pense que nous on s'inscrit vachement là-dedans. Moi, j'ai toujours eu une phrase en tête qui est d'un type qui s'appelle Éloi Laurent, mais qui est un économiste contemporain et qui par rapport à la destruction, à la transition environnementale nécessaire, etc., et qui dit un truc très simple, qui dit, à la fin, quand on interroge les gens à la fin de leur vie, c'est-à-dire les gens, qu'est-ce qui leur a manqué, quoi, et systématiquement, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, etc., c'est les relations sociales. Tu vois, c'est les relations sociales, c'est la famille, c'est les liens qu'ils ont pu créer. Bon, voilà. Si l'architecture peut être support de liens sociaux le plus intense possible, voilà, nous on aura tenté de faire une partie de notre boulot, quoi. Voilà, c'est un peu le. Je pense que dans tous les projets de logement qui sont en cours, de toute façon, on se retrouve avec ce qu'on appelle maintenant des maîtrises d'usage, et on est systématiquement accompagné maintenant avec des maîtrises d'usage sur les projets pour penser le plus tard et le plus souvent possible avec des panels de futurs habitants. Maintenant, voilà, nous, ce que disait Kim tout à l'heure, c'est qu'on est en train d'essayer on est en train de structurer une entreprise pour porter ces projets-là. Et de fait, la question de la gestion au quotidien, elle est évidente et elle va s'imposer de plus en plus, quoi. D'expérimenter. On a fait une table ronde avec Dreher Frenzel en Suisse qui ont construit pour la Coda, qui est un peu le gros bailleur, comment il s'appelle, le gros bailleur coopératif de Genève, en Suisse. Et eux, ils ont énormément d'expérience, ils ont un siècle d'expérience de recul là-dessus. Et bon, ils le disent très clairement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est des espaces qui peuvent être difficiles, c'est des espaces qui peuvent poser des problèmes en termes de gestion. Il y a des coopératives à qui il arrive de devoir fermer parce qu'à un moment, à grande échelle, il faut qu'il y ait des gens qui portent ces espaces-là, il faut qu'il y ait des initiatives qui portent ces espaces-là, il faut qu'il y ait. C'est nécessairement des espaces d'engagement, c'est pas genre les choses vont se faire par elles-mêmes. Je veux dire, c'est des espaces qu'on fait vivre et je veux dire. Et ça dépend de l'échelle. Oui, ça dépend de l'échelle. La configuration en fait. Mais... Il y a probablement des facteurs qui font que c'est plus difficile dans certains cas que dans d'autres, etc. Mais je veux dire, de toute façon, il faut les porter. Il faut les porter pour qu'il puisse y avoir une espèce de simplicité et d'appropriation naturelle, nécessairement. Ouais. Mais c'est exactement là, ça, hein, c'est cette négociation-là. Mais je pense que dans les coopératives, là, la laverie, là, elle est ouverte. Il y a de la lessive qui est posée. On imagine que les uns et les autres achètent de la lessive, on peut l'imaginer, quoi. Bon, non, mais je veux dire, dans les coopératives suisses, il y a un ticket, il y a une app, il y a des horaires, distributeur, il y a des horaires. Oui, mais c'est la Suisse, mais je pense que dans les grosses coopératives belges, ça doit probablement fonctionner sur des modalités. Mais la vie collective nécessite un certain nombre de savoir-vivre et de règles pour vivre en commun. Je veux dire, on ne peut pas exiger plus d'espace et plus de liberté et tout en se disant la fleur au fusil, non mais de toute façon je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est pas vrai, je veux dire.
mais c'est beaucoup plus souvent méditerranéen comme architecture, enfin en tout cas en Europe. Bon, c'est bien, maintenant ça se réchauffe, donc Paris peut se rapprocher des climats méditerranéens. Mais, non, mais voilà. Mais après, il y a aussi toute l'architecture des phalanstères, évidemment. Enfin, je veux dire, la cité Napoléon, c'est l'époque de l'architecture de Gaudin et des phalanstères. Elle est évidemment tirée de là. Mais toutes ces architectures aux escaliers visibles, aux escaliers à la lumière, etc., c'est ce qu'on se dit au début, c'est-à-dire que voilà, la logique des rendements, du rendement de plan, etc., a fait qu'on est venu pour une sorte d'efficacité, venir mettre nos cages d'escalier en intérieur. Enfin, je veux dire, alors que c'est des paliers sans lumière où on est en train de perdre du temps à attendre un ascenseur qui viendra ou viendra pas, et que quand il vient pas, même quand on est au 2e étage, ben on prend pas l'escalier parce que c'est jamais des espaces de qualité enfin, je veux dire, c'est quand même la base étant quand même de savoir marcher, monter un escalier, etc. Bon. Voilà, donc juste, c'est de remettre des principes extrêmement simples, en fait, extrêmement simples, et de se réapproprier ces outils-là, totalement traditionnels, en essayant de les appliquer aux réglementations contemporaines. Et ça pose souvent un certain nombre de problématiques, parce que faut trouver des astuces. Hein. Mais voilà. En fait, on a donc en 2018, depuis 2018, on est à Paris, mais depuis l'année dernière, on a repris une activité au Chili. Donc, on a un associé, Marcelo Cox, qui est associé là-bas. Et donc, on reprend. Et on est en train de faire un projet en Uruguay, dans la zone géographique. Mais qui est un projet en autocommande, en autopromotion, et qu'on fait avec Adamo Faiden, qui sont des architectes argentins avec qui on fait ça, et eux, mais parce qu'on a échangé sur cette culture-là, parce que Adamo Faiden, c'est de l'Argentine. L'Argentine était en crise terrible en 2002. C'est le moment où eux revenaient de leurs études espagnoles. Ils étaient en Espagne, ils sont revenus en Argentine, dans un pays où il n'y avait pas de boulot. Et ils ont dit, on va commencer à faire des petits bâtiments un peu nous-mêmes. Et donc, ils sont partis un peu sur cette culture de l'autocommande. Bon, aujourd'hui, c'est une très, très belle agence. Et voilà. Et autour de cette idée de fabriquer pour soi, on a monté un projet ensemble là-bas qui normalement devrait partir en chantier dans les mois qui viennent. Les propriétaires, ils veulent rien entendre d'autre que le chèque qu'il y a au final. Hein. C'est-à-dire, faire un espace commun en plus ou en moins, voilà, à la fin, eux, ils partent, hein, de toute façon. Donc c'est assez peu. En fait, c'était une parcelle. Enfin, il y avait une maison existante et du coup, c'était totalement sous le radar des promoteurs. Non, il y avait juste avant nous. Non. Bon, enfin, on a réussi à l'acheter pour le coup pour une histoire d'ambiguïté, parce que c'était des investisseurs avant nous qui se sont plantés et en fait qui voulaient faire un parking sur la parcelle, en pensant qu'il y avait une obligation de faire un parking. En l'occurrence, c'est des histoires de réglementation urbaine. En l'occurrence, il n'y avait pas d'obligation de faire de parking et ils ne savaient pas lire un PLU correctement. Mais bon, ouais, il y a un côté. Bon, ça s'est joué à 3 cm près. Hein, mais on n'a pas payé moins que. Non, on a payé le prix du marché, très cher. La question d'Aravena, elle est très particulière, parce que je pense que tu penses aux maisons où il y a de l'autoconstruction dessus, etc. Et ça, c'est encore un cas, je pense, très particulier à la question chilienne, puis qui poserait beaucoup de questions réglementaires en France. Mais de manière générale, ici, et dans tout ce qu'on conçoit, on conçoit de la manière la plus simple du monde, c'est-à-dire on est en poteau, dalle, quasi systématiquement, et on essaye de le tenir le plus possible pour une pure question d'évolutivité possible des logements dans le temps. C'est-à-dire que de réversibilité, de concentrer les pièces humides au centre, et voilà, qu'on puisse
redécouper les logements et fonctionner un peu par cellules. On est en train de développer un projet à La Rochelle où c'est un projet, il y a une partie en co-création. Donc effectivement, c'est les futurs acquéreurs qui vont définir leur logement à partir de ces cellules que nous on a prédéfinies avec les dimensions et la façade qui va avec. Merci. Merci.